Abou Sanou, Tech Lead au sein de BPI France actuellement. Donc Tech Lead Data et IA au sein de BPI France, plus spécifiquement au sein de la direction d'investissement. Donc je suis là aujourd'hui pour parler de données, de private equity et surtout dire en quoi la donnée peut aider la private equity à atteindre et à créer de la valeur. Bienvenue Abou, bienvenue également à nos auditeurs et à tous sur le T-Cast, c'est le podcast d'Everty qui donne la parole aux leaders tech et data qui transforment les grandes organisations de l'intérieur. Aujourd'hui, sujet très intéressant parce que nous allons explorer un monde que peu connaissent, celui du private equity. Et là, tu l'as très bien dit, qu'est-ce que c'est le private equity ? En l'occurrence, le capital investissement. Tu vas nous expliquer, tu vas nous donner tous les rouages et nous expliquer en quoi la data est extrêmement importante pour les prises de décision de BPI pour leur sujet de private equity. Donc, bienvenue Abou. Merci beaucoup. Pour démarrer, je te laisse nous expliquer ce qu'est le private equity. Pour faire simple, en fait, le private equity, c'est un sous-domaine de la finance où une banque ou une société financière rentre dans le capital d'une autre société. Maintenant, la spécificité, c'est que la société dans laquelle on rentre en capital n'est pas cotée sur le marché. Donc, par cotée sur le marché, c'est qu'on ne peut pas acheter ses actions dans la bourse. Voilà, donc private equity, c'est le marché où on achète, où on vend en fait des actions non cotées. Donc, des sociétés qui n'ont pas assez de moyens pour se faire lister au niveau des marchés publics. Donc voilà, il y a des structures qui sont là pour acheter leurs actions ou leur aider pour qu'ils puissent atteindre des sommets. Et donc si je comprends bien, le private equity, c'est le fait de racheter des parts d'une société, mais qui n'est pas cotée en bourse. Exactement. Donc voilà, par société, on a plusieurs typologies de sociétés par quoi on peut passer pour faire du private equity. Ça peut être à travers des sociétés, à travers des fonds. Donc au niveau des sociétés, ça va être on achète des actions. Au niveau des fonds, ça va être des parts de fonds qu'on va acheter dans le cas de private equity. D'emblée, pourquoi une banque comme BPI France fait-elle ce type d'investissement finalement ? Aujourd'hui, pour qu'un pays puisse se développer ou un pays puisse atteindre un niveau qu'il n'a jamais atteint, il faut que le socle entrepreneurial puisse créer des startups, puisse se développer, atteindre le même niveau que les GAFAM qu'on a aujourd'hui. Donc, que ce soit en France, aux États-Unis, dans les grands pays, l'État essaie d'aider ces sociétés-là à travers des moyens de financement pour qu'ils puissent scale up rapidement et atteindre leurs objectifs. Donc, BPI France, c'est une société privée qui travaille pour l'État français et la Caisse de dépôt et de conciliation de France dans l'optique d'aider les entrepreneurs, donc idéalement des startups, des moyennes petites entreprises, dans l'optique de leur permettre d'atteindre leurs objectifs et surtout d'assurer une certaine forme de croissance. Ce que tu dis, c'est que finalement, c'est l'argent de tous les Français derrière qui investit ? Ah oui, on peut d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, en fait, le fonds par lequel BPI France travaille, c'est provient à moitié de l'État français et à moitié aussi de la Caisse de dépôt et de conciliation. Mais si on essaie de pousser un peu plus loin, la Caisse de dépôt et de conciliation se base sur les épargnes des Français. Donc, de façon indirecte, c'est un peu l'épargne des Français au niveau de BPI. Une petite partie est utilisée dans l'optique d'aider les entreprises à se développer. Ok, donc en fait, finalement, on est tous un peu investisseurs de ces sociétés dans lesquelles BPI investit en private equity, finalement. Oui, on peut le dire ainsi, mais on n'a peut-être pas l'argent ou le bien derrière. Exactement. Parce que factuellement, au niveau, aujourd'hui, le livret A, si on prend le cas du livret A, le livret A aujourd'hui, c'est un produit qui est très liquide. Donc, quand tu déposes ton argent, tu as la possibilité de retirer quand tu veux. Donc, la Caisse de dépôt et de consignation a mis des mécanismes en place avec les différentes banques de détail dans l'optique de permettre à tout dépositaire, à toute personne qui dépose son argent de pouvoir récupérer rapidement. Voilà. Mais il faut comprendre qu'il y a une partie de ce dépôt-là, quand c'est immobilisé, est transféré à une entité un peu plus grande que les banques dans l'optique de dynamiser le développement du pays. Voilà. Ouais, je crois qu'en ce moment-là, à l'heure à laquelle on se parle, on est en juillet 2025 et le livret A, je crois le taux il est à moins de 3%, il est descendu à moins de 3% de ce que... Tout à fait. Ok. Et donc, toi aujourd'hui, c'est quoi ton rôle actuellement en tant que
responsable technique data chez BPI dans le cadre du Private Equity. Je suis tech lead au sein de BPI France, plus spécifiquement au niveau de la direction de l'investissement. Donc par investissement, il faut juste comprendre, c'est la direction de BPI qui fait du Private Equity, donc qui investit dans des sociétés à travers soit d'autres sociétés ou à travers des fonds. Et donc mon rôle spécifiquement dans cette direction-là, c'est d'aider les équipes techniques à collecter, à rassembler de la donnée dans l'optique d'aider le métier dans son travail. Donc par rassembler de la donnée, il faut juste comprendre qu'on a des applications qui tournent en interne où des personnes vont aller chez les clients. Par client, il faut comprendre les startups, les petites et moyennes entreprises. Ils vont saisir de la donnée. Après ça, au vu de la quantité énorme de données qui est saisie, il faut trouver des moyens pour tirer de la valeur de ces données. Donc moi, je suis un peu le métronome de tout ça pour permettre à deux équipes spécifiquement, une première team constituée d'ingénieurs données qui vont prendre la donnée de ces applications, ça peut être de sources externes, les nettoyer, les préparer, les mettre dans un bon format, les exposer. Et ensuite, je gère une autre team aussi qui est la partie data visualisation qui va prendre ces données-là, faire des graphiques parlants permettant au métier de se guider dans son travail de tous les jours. Donc, en résumé, c'est un peu ce que je fais. Afin que ça soit encore plus concret pour nos auditeurs, tu peux nous donner quelques exemples concrets de données. Quelles données un investisseur en private equity a besoin pour derrière prendre une décision? Oui, c'est une très très bonne question. Je pense que pour tout le monde, c'est important de comprendre ça. Parce que d'une manière ou d'une autre, on est tous investisseurs. Quand on dépose notre sous au niveau de la banque fait des opérations avec, après nous rémunère en intérêt. Donc c'est important de savoir comment évaluer les performances d'une société. En termes de data, il y en a plusieurs types. Il y a des data qui sont liées à la société. Donc de façon très simple, ça peut être les états financiers. Que tout entrepreneur connaît, le bilan, le compte de résultat. Ouais, c'est quoi le résultat d'une société, combien elle a gagné sur l'année. Exactement. Grâce à ces données-là, on peut facilement se dire ok, il y a une société X qui est devant moi. Cette société, l'année passée, a fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et l'année passée, 2 millions, cette année, 3 millions. Je vois qu'il y a peut-être une croissance de 1 million par an. Donc, ça peut me dire, ok, si avec les mêmes conditions, les mêmes bureaux dirigeants, on peut espérer que cette société puisse faire beaucoup plus que ça l'année d'après. Donc voilà, c'est ce genre de données qu'on va exploiter dans l'optique d'aider le métier à se dire, ok, on voit qu'en termes de croissance de 10 ans en arrière, la société ne fait que croître. Si par exemple on y met 2 millions, 3 millions, on pense qu'on peut multiplier par 3 ou 4 aussi sa croissance. Voilà, donc en termes de data, c'est concrètement ce qu'on va manipuler. Donc on part de ces états financiers, on y tire des KPI, donc des indicateurs clés. Et grâce à ces indicateurs clés-là, qui répondent à des questions spécifiques, des questions naturelles, on pourrait dire, ok, c'est judicieux de mettre de l'argent dans telle société ou c'est pas judicieux de mettre de l'argent dedans. Tu peux nous donner un exemple simple où la qualité de la donnée a permis de prendre une bonne décision, par exemple, auprès des métiers? Aujourd'hui, l'un des problèmes, indépendamment de BPI, ça c'est un point très important, indépendamment de BPI, un des pain points de toutes les banques ou des sociétés bancaires, c'est un peu les questions de référentiel. Référentiel par quoi? C'est juste une base dans laquelle on va stocker la liste de toutes les personnes ou les sociétés par personne, ça peut être personne physique ou morale, avec laquelle la structure interagit. Mais par moment, dans beaucoup de banques, en manquant de vrais process, il peut s'avérer qu'une personne puisse être insérée 2 fois. Donc on va voir que je m'appelle Abou Sano, j'ai été inséré la première fois avec mon premier mail qui est abou.mail.com par exemple, la seconde fois avec un autre mail draman.com.mail. Et malheureusement dans ce cas-là, imagine que moi en tant que personne, je me rends dans la banque pour prendre un prêt pour ma société. Avec mon profil A, il s'avère que j'ai fait planter 2 ou 3 sociétés, mais avec le second profil, j'ai jamais fait planter de société. Donc, vous voyez que facilement, en manque de qualité de données, on va être amené à faire quoi? À donner le prêt à ce dernier-là. Mais or, en termes d'historique, il y a quand même un historique un peu chargé qu'il a. Donc, là, s'il y avait de la qualité en se disant, ok, après on retraite la donnée pour être sûr que le Abou qu'on voit 2 fois avec 2 mails différents,
c'est la même personne, vous voyez que facilement on pourrait éviter ce genre de cas. Bon, c'est un exemple très simple. Aujourd'hui, il y a beaucoup de process dans les banques pour éviter ce genre de cas. J'imagine la pièce d'identité, ou un passeport, ou des données qui est difficilement modifiable. Exactement, voilà. Mais l'exemple, c'est surtout pour faire comprendre à tout le monde en quoi la qualité de données peut réellement être clé dans les prises de décision. Ouais, effectivement, je comprends mieux là maintenant l'importance que la donnée soit valide, exacte et finalement qu'elle puisse pas être modifiée ou modifiable. Tout à fait, tout à fait. Et voilà, donc et en plus, un dernier point très très important aussi, c'est la partie conformité. Dans toutes les banques, il y a une direction de conformité qui est là pour s'assurer qu'il y a des bons procès sur ce genre de risques, donc qu'on appelle commodément des risques opérationnels. Et imaginons un exemple encore tiré par les cheveux, ça peut être qu'une personne, je vais faire un prêt dans une banque, je connais une personne en interne, je vois la personne, je la demande, est-ce que tu peux modifier mon dossier en interne en moyennant un sou? Vous voyez que voilà. Ça peut être difficile, ça peut occasionner des problèmes. Donc au niveau de la banque, il y a une direction qui est la conformité et des risques qui va à chaque fois essayer de mettre des process en place pour être sûr que, par exemple, pour des données critiques qui peuvent occasionner des risques opérationnels, qu'un individu X ou Y ne puisse pas modifier sans que beaucoup de personnes ne soient au courant. Voilà. Et du coup, nous, on se dit, là, en dehors de la banque, qu'est-ce qui empêche quelqu'un de ton équipe, finalement, d'être derrière son ordinateur, de voir son nom ou le nom d'un ami et finalement de modifier directement dans le code pour les gens qui sont directement chez BPI. En fait, comment ça fonctionne cette sécurisation derrière? Ah oui, non, actuellement dans toutes les banques, mais pas que BPI, il y a ce qu'on appelle du RBAC, d'un Role-Based Access, qui est voilà, une stratégie d'accès à des ressources basées sur des rôles. Donc on a des rôles par pyramide. Donc, les personnes qui sont un peu plus bas ont accès qu'à ce dont ils ont besoin au fur et à mesure. Et pour des données structurantes telles que des données liées à des personnes, il faudra faire valider par beaucoup de personnes. Donc, si je modifie par exemple le compte de résultat d'une société dans l'application X ou Y, il ne faudra pas que je sois seul dans mon monde. Voilà, il faudra qu'une validation soit demandée à une autre personne pour qu'on soit sûr que voilà, ça respecte tout ce qui est déontologie en la matière. Donc voilà, à travers ce genre de procédure et surtout qui peut ne pas être que technique, techniquement ça va être sur des rôles, mais en termes de process ça va être des validations par-ci par-là, on arrive à garantir une certaine forme d'intégrité et de véracité sur la donnée. J'ai compris, donc Abou, je ne vais pas pouvoir t'appeler finalement pour te demander de modifier des choses dans la base de données nous concernant. Tout à fait. Une autre question du coup me vient, c'est ces données, comment vous les récupérez, d'où elles viennent? Parce que finalement, est-ce que tous les jours vous allez télécharger tout un tas de données sur des sites internet ou finalement tout est automatisé? D'où elles viennent en fait ces données? Parce que des bilans financiers, oui j'imagine que vous devez en recevoir, mais il n'y a sûrement pas que ça. Tout à fait, tout à fait. Alors, en fait, il y a trois sources de données pour une banque de façon standard. Il y a la donnée open source, il y a l'INSEE qui publie des données, il y a la Banque de France qui publie les taux chaque jour. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont publiés de façon open, que le citoyen lambda peut consulter. Donc, parmi le citoyen lambda, il y a la banque aussi. Donc, la banque requête et récupère ces données. Ça, c'est le premier point. Le second type de données, c'est les données corporate. Donc, c'est les données qui ont été générées au sein de la société. Donc, par société, c'est la banque. C'est qu'au niveau de la banque, il y a des personnes qui sont là. Quand ils viennent le matin, ils appellent le client. Ils disent, voilà, donnez-nous vos états financiers. Ils vont saisir dans l'application ou partez sur l'application. Saisissez vos états financiers, par exemple. Donc, c'est les données qui appartiennent à la banque elle-même parce que de son activité, elle produit de la donnée. Donc, ça, c'est les données corporate. Au-delà de ça, il y a des données qui se vendent. Donc aujourd'hui, il y a l'industrie qui existe où voilà, il y a des données qui sont là, qu'ils arrivent à collecter d'une manière ou d'une autre et ils mettent ces données en vente. Donc c'est les brokers data qui sont là, qui vendent des données à beaucoup de structures aujourd'hui. Donc ces données, ça peut être quoi? Ça peut être des états financiers, des états financiers qu'on ne retrouve pas de façon normale, publique. Donc il y a des brokers qui sont là, qui vont récupérer ces données de façon officielle au niveau de chambres de commerce, pas mal d'autres choses, et qui mettent à la disposition des banques pour leur permettre de faire leur calcul de risque et pas mal d'autres choses. Donc, principalement, il y a ces trois typologies de sources qu'une banque peut utiliser pour récupérer de la donnée.
Ouais, effectivement, en préparant cette interview, j'avais pris contact avec un ami qui travaille dans le private equity et qui m'expliquait ce troisième cas où, dans certains cas, il faisait appel à des banques d'investissement, à des brokers, comme tu le disais, pour avoir des informations sur telle ou telle société. Parce que finalement, le private equity, c'est pas des informations nécessairement publiques. On n'est pas c'est pas coté en bourse. Donc, comment BPI va savoir combien payer telle société, quelle serait la bonne valorisation, parce que peut-être un tel pourrait payer plus ou pas. C'est des informations qu'ils n'ont pas. Totalement, totalement. Voilà, ils vont récupérer ces informations soit à travers des partenaires, soit à travers des data brokers. Et à travers ça, ils arrivent à se faire une bonne base de données qui vont leur permettre de mener à bien en fait leurs activités. Voilà. Et si on rentre dans des sujets techniques, comment aujourd'hui, techniquement, BPI sécurise son système d'information, ou c'est quoi la stack technique finalement data aujourd'hui chez BPI dans laquelle toi t'interviens? Aujourd'hui, dans la plupart des banques, BPI, y compris la stack technique data, se base sur les outils standards qu'on a de gestion de données. Donc ça va être sur un système HDFS distribué de la data, mais dans le cloud, donc ça va être sur des éléments tels que S3, GCP, Cloud Storage, ce genre de technologie. Ouais, c'est du cloud en fait, hein, là pour Exactement. les auditeurs. Tout à fait. C'est des technologies cloud, comme par exemple quand vous achetez de l'espace de stockage chez Google pour mettre vos photos sur votre téléphone, en fait vous achetez de l'espace de stockage en cloud. C'est un peu le même principe finalement chez vous. Totalement, totalement. Voilà, donc c'est exactement le même principe. Donc BPI est multi-cloud, donc il est utilisateur de plusieurs fournisseurs de cloud, GCP, AWS, ainsi de suite. Et on y stocke de la data. Donc modulo le niveau de sécurité qu'on veut de la donnée. Donc question de souveraineté impose. Il y a des process aussi qui sont mis en place à ce niveau pour être sûr que la donnée qu'on va mettre sur AWS, est-ce que cette donnée ne va pas être utilisée outre par AWS. Donc, il y a une certaine forme de sélection qui est faite au niveau de la data pour être sûr que voilà, ce n'est pas des données très très critiques qui vont être mises là-bas. Les données qui vont être mises là-bas vont répondre à un besoin donné sans pour autant mettre en jouer en fait la question de la souveraineté. Est-ce que tu sens depuis ces dernières années, avec l'arrivée de l'IA en grande force, que les investisseurs s'appuient de plus en plus sur la data? Est-ce que c'est quelque chose que toi tu perçois aujourd'hui chez BPI? Oui, totalement. C'est vraiment, même laissons l'IA de côté, qui est un peu récent. Si on revient 2015, 2014, dès 2015-2014, les investisseurs, le métier de façon générale, se basent sur de la data. La plupart des sociétés aujourd'hui, ils sont data-driven, donc la donnée est au cœur de beaucoup de choses. Et la donnée accompagne ces sociétés dans l'atteinte de leurs objectifs. Et au niveau de la banque, c'est un des domaines qui a su tirer de la valeur au niveau de la data très tôt. L'exemple, c'est quoi? C'est qu'il y a 20 ans, 25 ans, quand on part au niveau de la banque pour prendre un prêt pour acheter son appartement, la banque se base sur les transactions qu'on a effectuées de notre compte. C'est de la data. Donc, ils vont essayer à travers ça, faire des scorings, être sûr est-ce que le gars il est solvable ou pas, est-ce que il gère bien son argent ou pas, ainsi de suite. Donc, et ça, c'est des applications de la data qui n'étaient pas vulgarisées en son temps, où des banques faisaient ce genre d'applications à leur niveau à travers des modèles statistiques, sans pour autant qu'on ait des tonnes et des tonnes de données. Mais aujourd'hui, la donnée elle est partout. La banque collecte sur Internet, on en a beaucoup. Et avec le temps, il y a eu des solutions, des outils permettant de gérer ces quantités énormes de données. Donc, les sociétés, que ce soit bancaires ou pas bancaires, utilisent cette donnée dans l'optique de pouvoir répondre à des questions. Et en répondant, en trouvant les bonnes réponses à des questions, on sait très souvent qu'on arrive à créer de la valeur. Comment tu vois l'évolution de ton métier dans 3-4 ans dans ce secteur selon toi? Je ne sais pas. À toute franchise, l'évolution 3 ans, 4 ans, avec ce qu'on voit avec l'évolution de l'IA, avec beaucoup de choses, les choses vont très très rapidement. Il y a 2 ans, j'avais prédit quelque chose. Maintenant, ça a dépassé ce que j'avais prédit. Donc, Qu'est-ce que tu avais prédit du coup? En soi, il y a 2 ans, je disais que l'IA, le métier aura la capacité, sans qu'une personne l'aide, à pouvoir mettre en place des choses d'IA. Donc, faire des automatisations et ainsi de suite. Il y a 2 ans, je l'avais prédit avec des camarades en disant
quand je vois l'évolution de ce que OpenAI arrive à faire, beaucoup de choses, je pense que très rapidement, ils pourront interconnecter des outils, croiser les données et faire de telle sorte qu'on n'aura pas forcément besoin de data scientist. Le métier à travers du click and drag pourrait facilement décider du workflow qu'il veut et que ça puisse fonctionner. Aujourd'hui, dans beaucoup de sociétés, c'est déjà le cas. Le métier arrive à mettre un petit workflow de réponse de ses mails. Et le mail est trié automatiquement, l'IA lui propose la réponse, il va juste regarder la réponse, si ça répond à ses besoins et puis il valide. Voilà. Et ça, c'est déjà fait dans beaucoup de sociétés. Et moi, je pensais que ça n'allait pas forcément être à court terme. On voit déjà l'impact énorme que ces outils ont dans la vie de métier. Et je pense que c'est une très très bonne chose pour le monde technologique. Et tu vois un avenir du coup pour les data scientists d'aujourd'hui? Oh oui, mais c'est ce que je disais, c'est que aujourd'hui, que ce soit data scientist, data ingénieur, il y a de l'avenir dedans. Mais il ne faut pas être du medium level. Voilà. Il faut être d'un très bon niveau parce que ces outils permettent à une personne qui est médium d'être très bon. Donc pour sortir de l'eau et pouvoir tirer son épingle du jeu facilement, il faut être très très bon. Donc pas très très bon, à minima s'aligner sur la même compétence que ces outils-là. Donc aujourd'hui, on ne peut plus être dans l'à peu près. L'exemple simple que je disais, c'est que beaucoup de personnes développent en Python mais ne sont pas des développeurs Python. Quand on prend du Python, on pose des questions sur le moteur de Python, personne ne peut pas répondre. Avec l'IA, on n'a plus droit à ce genre d'erreur. On ne peut pas être développeur et utiliser du Python sans pour autant comprendre comment le moteur de Python fonctionne. Python, pour tous, c'est un langage informatique très utilisé dans la data pour développer des outils, des outils aussi bien que ce soit d'IA ou des applications, faire de l'ingestion, développer tout un tas de choses sur de la data. Exactement. Voilà. Donc, l'IA, ces modèles d'LLM qu'on voit partout, impose à tout ingénieur de surperformer pour sortir du lot. Parce que les tâches qu'on donnait à des personnes qui étaient juniors aujourd'hui, on peut l'automatiser de façon simple. Donc, pour sortir de l'eau et garder ces mêmes qualifications, il faut arriver à surperformer et de ne plus être dans l'approximation. Il faut être fortement dans la précision et surtout dans la qualité de ses rendus. Et donc, ça serait quoi le ou les conseils que tu donnerais à un jeune qui sort d'école, qui a fait une école d'ingénieur, qui a envie d'être data engineer ou analytics engineer, donc un pro de la data? Ça serait quoi ces conseils, les conseils? En une phrase, ça va être d'être très très bon. Très très bon par quoi? C'est déjà, si tu cherches à être data ingénieur, aujourd'hui les langages qui sont les plus utilisés en data engineering, c'est soit du Python, langage de programmation, ou du Scala par exemple. Donc on ne peut plus s'arrêter à pouvoir faire un hello world là-dedans, comprendre que les keywords, il faut comprendre quelles sont les insuffisances de Python, carrément voir comment il a été conçu, et dans sa conception, qu'est-ce qu'ils n'ont pas pu bien gérer, qu'est-ce qu'ils ont su bien gérer, dans quel cas il est adapté pour l'utiliser, et voir même carrément comprendre comment il a été conçu à travers le code qui a permis de le développer. On ne peut plus s'arrêter au niveau où, voilà, je sais faire 2-3 fonctions et quelques classes en Python et prétendre à un très bon niveau ou avoir facilement un boulot. Moi, je conseille à tous les jeunes qui vont être diplômés très rapidement, c'est d'être très bon, de ne pas... L'IA permet aujourd'hui à tout le monde de comprendre beaucoup de choses, de l'utiliser pour comprendre ça. Donc aujourd'hui, je veux comprendre comment un Python a été développé. Je demande à l'IA, ok, voici ce que je veux comprendre. Donne-moi un plan d'apprentissage là-dessus. Il te donne un plan. À travers ce plan, tu te formes, tu sais de comprendre comment le Python a été carrément développé, quelles sont ses insuffisances et surtout voir les cas à la marge que un débutant ne voit jamais, que voilà, à travers, c'est uniquement les seniors qui voient. Donc, à nos mots, il faut que les personnes qui vont être diplômées très rapidement puissent ne plus s'arrêter à un Hello World. Ils doivent aller carrément hacker le moteur Python pour sortir du lot. Donc ça, c'est un cas parmi tant d'autres. Mais si on essaie de pousser encore plus loin, ça va être anti-pattern aussi de dire ça. Mais l'informatique, c'est un outil. La data, c'est un outil qui s'applique à un domaine. Moi, aujourd'hui, je suis informaticien de formation, mais que j'applique l'outil informatique à la banque. Donc, il faut aussi que les jeunes diplômés ne s'arrêtent pas qu'à l'informatique.
Se dire, OK, si moi j'ai fait info, je pense que je veux aller appliquer ça à la banque. À minima, essayer de comprendre comment la banque fonctionne. Il y a des documents qui existent. Aller comprendre ça. Et surtout, ne plus être que des personnes techniques. Il faut des personnes techniques qui ont la possibilité de comprendre facilement le besoin du métier. Et au-delà de ça, proposer la meilleure solution parce qu'on comprend ce que le métier dit. Donc, si je m'arrête qu'à l'aspect informatique, on aura deux mondes qui sont ségrégés où il y a un monde qui parle que technique, l'autre monde qui est foncièrement métier. Et finalement, les solutions qui sont proposées ne vont pas répondre forcément aux besoins qui ont été initialement exprimés. Ça me fait penser, ce que tu me dis, au concept de T-shape. T-shape, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un T. C'est un concept qui a été plébiscité dans les années 90, notamment par McKinsey, qui définit une expertise. C'est le tronc du T, c'est ton expertise métier. Donc finalement, un data engineer ou un analytics engineer, c'est ton expertise. Et tu as la branche du T qui est tes compétences transverses. Et finalement, ça me fait penser à ça, ce que tu me dis. Ça va être compétences financières, ça va être compétences métiers, ou toute cette autre logique, et finalement, qui est assez intéressante. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a appelé le TCAST. Le T de TCAST fait référence à T-shape. Je ne savais pas. Ah, mais je connais très bien ce paradigme aussi de McKinsey. Et c'est incroyable. Hein? Aujourd'hui, les meilleurs ingénieurs qui arrivent à performer dans les entreprises, c'est les ingénieurs qui ne sont pas que techniques, mais qui arrivent aussi à être transverses en fait, sur le domaine qu'on les confie. Et ça fait une très, très grande différence. Quand un métier parle à une personne qui comprend ce que le métier dit, ça fait un bien fou que quand tu expliques à quelqu'un, tu es obligé de lui faire un cours de finance en 30 minutes, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Le mot de la fin, quel message tu as envie de transmettre peut-être à nos auditeurs Le mot de la fin, ça va être surtout de vous remercier pour l'invitation dans un premier temps. Et dans un second temps, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de visions pessimistes avec l'introduction de l'IA qu'on voit partout. C'est de se dire, voilà, je suis parmi les personnes qui pensent que il y aura quelques chamboulements sur les lignes d'emploi, mais on saura se adapter. Donc, il faut être très bon, il faut se donner les moyens. Et voilà. Donc, en un mot, je vous remercie beaucoup. Et surtout, j'espère que je serai prochainement invité pour parler d'autres sujets. Tu es déjà effectivement réinvité. Donc, merci à vous d'être venu à notre micro. Merci à nos auditeurs. Je vous invite à nous suivre, à cliquer sur un petit like et à suivre sur Spotify, YouTube. Abonnez-vous s'il vous plaît, ça nous aide énormément. On est au début effectivement de cette chaîne TCAST. Et en tout cas, merci Abou, c'était un plaisir de t'avoir reçu. Partagez. À très vite. Merci beaucoup, à très vite.